Imaginez un monde où la civilisation s'est effondrée. Nous sommes en l'an 2000, mais pas celui de la prospérité et des promesses technologiques. Dans cette réalité, la Troisième Guerre mondiale a éclaté, ravageant la planète dans un conflit nucléaire et conventionnel entre l'OTAN et le pacte de Varsovie. Les gouvernements ont disparu, les armées se sont désintégrées, et les survivants, soldats perdus, civils désespérés ou simples opportunistes, luttent pour leur vie dans un chaos total. Voici Twilight 2000, un jeu de rôle où chaque jour est un combat pour la survie, où chaque décision peut signifier la vie ou la mort. Bonjour à tous, de retour sur la chaîne après cette longue absence et avec pas mal de projets en fait pour justement réactiver un petit peu cette chaîne après cette longue interruption. En fait, je voulais démarrer justement toute la série que je prévois sur pas mal de jeux différents par une redécouverte, j'ai envie de dire, d'un jeu que j'avais testé il y a très longtemps, quelques années après, on va dire, avoir mis le pied dans les jeux de rôle, puisque on va dire que je vais me considérer comme biclassé avec les jeux d'histoire, jeux de wargame, etc. et donc jeux de rôle. Donc ici, mon but avec Twilight 2000, ce serait de présenter l'ensemble de la gamme, puisque pour le moment, on n'a que la traduction de la boîte de base par Arcane Asylum, ainsi que l'écran de jeu. Et puis on a également à l'intérieur donc les cartes, notamment d'armement, d'équipement en fait, qui a été également traduit par eux, mais les 3 extensions sorties jusqu'à présent chez l'éditeur original qui est donc Fria Liga ou Free League, l'éditeur suédois qui publie pas mal de jeux de rôle sous la licence Year Zero Engine, qui est donc la licence de leur premier jeu Mutant Year Zero, qu'ils avaient décliné à plusieurs sauces, sur plusieurs jeux d'ailleurs que j'ai et que j'aime beaucoup aussi. Par exemple Alien, évidemment, que je trouve fabuleux et qui d'ailleurs vient de faire l'objet d'un Kickstarter, je ne sais plus si c'est Kickstarter ou GameFound, pour la V2. Mais il y a également d'autres titres dont j'aurai certainement peut-être l'occasion de parler ultérieurement. Là, ce qui m'a beaucoup plu dans cette redécouverte, parce que j'avais essayé il y a fort longtemps la V2, il se trouve que j'étais tombé sur un maître de jeu qui avait la version anglaise, ce qui était assez rare à l'époque en France, et donc j'avais fait une partie que j'avais adorée. Ce que j'aime beaucoup dans ce concept, donc la V4, évidemment, là on en est à la V4, est considérablement réactualisé par rapport aux règles de jeu, et le concept de Year Zero Engine, que je trouve extrêmement pertinent par rapport à ce jeu-là, parce qu'ils l'ont adapté avec un système de dés un peu différent. On n'est plus que dans des D6, même si le moteur de jeu reste le même. J'ai trouvé ça franchement enthousiasmant, tout simplement parce qu'on est dans un mélange que j'aime beaucoup de jeux de rôle et un petit peu de wargame, en tout cas avec des combats tactiques, un peu comme je pouvais retrouver, on pouvait avoir dans la V2 de Donjons et Dragons, donc Advance Donjons et Dragons, où il y avait quand même pas mal de phases tactiques, justement, pas mal de règles qui ont été édulcorées depuis au niveau des jeux de rôle, donc ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Moi, personnellement, j'adore ce côté un peu simulation quand on est en phase de combat. Donc, mon but, dans un premier temps, c'est déjà de vous présenter cette boîte de base, qui est franchement bien fournie. Et après, ultérieurement, sur d'autres vidéos, de parler des extensions, de manière à pouvoir présenter toute la gamme. Donc, on va démarrer avec la présentation déjà de ce qui se trouve dans la boîte. Hop, voilà. Donc elle est bien fournie. Ça donne d'ailleurs j'allais dire un rapport qualité-prix qui est franchement excellent. Parce qu'on a vraiment beaucoup de matériel par rapport à un prix qui finalement se révèle extrêmement modique.
On est sur le prix globalement d'un manuel classique, mais avec beaucoup d'accessoires qui vont avec. Donc, pour détailler ce qu'on peut retrouver dans la boîte, alors on va y aller déjà avec le principal évidemment, qui est donc le manuel du joueur, qui donc là est le manuel de référence pour pouvoir créer son personnage et donc avoir une idée donc de l'univers du jeu. Et on a ici le manuel de l'arbitre, donc l'arbitre qui est le nom que le jeu donne finalement au maître du jeu. Donc on retrouve à part évidemment là on n'est pas sur le starter, l'écran de jeu est lui vendu à part, qui comme vous le constatez est franchement magnifique. Voilà donc qui contient, comme vous pouvez le voir, l'intégralité de ce dont on peut avoir besoin pour pouvoir maîtriser le jeu dans les meilleures conditions, avec donc tout ce qui est modificateur des attaques, de corps à corps, les actions lentes, actions gratuites, les types de terrain qui vont influer sur la façon dont on peut se positionner et donc dont on va combattre, les actions rapides, les véhicules, les blessures critiques, les différents obstacles, météo, embuscade, etc. etc. Donc tout est complet et pour vous le remontrer, hein, vous voyez, l'écran est franchement sublime. J'aime beaucoup la patte graphique de l'illustrateur. Alors en dehors des manuels donc, que je vais présenter après, on se retrouve avec, et c'est là le cœur du jeu au niveau justement tactique, on va se retrouver avec tout un ensemble de cartes. Voilà, vous voyez, on se retrouve en fait avec des cartes qui sont bien épaisses, j'allais dire un peu papier, enfin carton glacé, donc qui est très chouette et qui sont donc recto verso et qui permettent de présenter globalement pas mal de théâtres de combat possibles. Donc là on est majoritairement sur de la campagne. Vous voyez, avec possiblement des petites étendues d'eau. Et on a aussi un petit peu d'urbain pour pouvoir représenter des petits villages, des ruines évidemment, puisque c'est le thème de ce jeu. Voilà, vous voyez, on a quand même pas mal de situations possibles, mais on a également des cartes, là cette fois-ci en double format, on va dire, par rapport aux cartes traditionnelles, où là, ça représente en fait des sites de scénarios un petit peu plus complets, puisque le jeu se trouve être justement un bac à sable, ce que j'aime beaucoup également. Voilà, donc vous voyez, là on est sur des sites de scénarios spécifiques, et toujours pareil, on a du recto verso. Voilà. Et voilà, donc là on est sur des terrains qui sont vraiment spécifiques à un lieu qui est décrit dans le livre de l'arbitre en l'occurrence, donc des sites de scénario. Voilà, donc en dehors des cartes, on va retrouver en fait des rapports, rapports estampillés secrets qui sont à destination en fait des joueurs, qui sont des rapports militaires, puisque le jeu démarre en fait après une contre-attaque de l'OTAN qui a échoué, et au départ du jeu, les joueurs reçoivent en fait ces rapports secrets qui leur permettent de savoir ce qui a pu se passer et où ils vont se retrouver, pourquoi, et en gros quelle est leur situation. Voilà, on se retrouve en fait avec deux rapports différents, tout simplement parce que le jeu compte deux théâtres d'opérations différents. Pour reprendre les précédentes éditions, on a donc la Pologne, puisque c'est là que se situait l'action principale des précédentes éditions. Mais l'éditeur, donc Fria Liga étant un éditeur suédois, ils ont également représenté donc la Suède. On peut jouer en fait sur l'un ou l'autre des théâtres d'opération. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai passé quelques images que vous voyez en arrière-plan qui sont issues du film Black Crab, que personnellement j'ai beaucoup aimé, mis à part la fin, parce que la fin est franchement
je trouve décevante. Je ne vais pas dévoiler quoi que ce soit, évidemment, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais par contre, l'ambiance de ce film qui se passe en Suède, justement, est un peu dans ce même type d'environnement un peu post-apocalyptique, ou en cours en tous les cas, correspond bien, je trouve, à l'ambiance, y compris la musique du film, que je trouve excellente, correspond bien à l'ambiance en fait de ce jeu. Donc, on retrouve également, évidemment, les fiches de personnages. Bon, ça, c'est du classique. Et on peut les imprimer, évidemment, elles sont téléchargeables, y compris sur le site d'Arkham Asylum. Et donc, en termes de cartes, le deuxième type de carte, alors qui est franchement beaucoup plus grand, donc je vais la mettre en vue de dessus pour que vous puissiez la voir mieux. Donc voilà, on a ici l'intégralité de la carte qui représente une partie de la Suède, sur lequel l'échelle évidemment n'est pas du tout la même, puisque sur les cartes tactiques, on est en un hexagone pour 10 mètres, et là on est sur un hexagone pour 10 km, donc évidemment on n'est pas du tout sur le même type de carte. Donc voilà, là je vous les montre un petit peu plus en gros plan, donc avec quelques grandes villes comme évidemment Oslo, et de l'autre côté de la carte, on va retrouver Stockholm, naturellement. Donc on a une partie de la Suède, donc les cartes d'ailleurs sont franchement très belles, donc les légendes ici. Les cartes sont très belles, je trouve. J'aime beaucoup également finalement tout l'environnement graphique, les choix graphiques de l'éditeur que je trouve franchement excellent. Et donc de l'autre côté, on a la Pologne. Donc la Pologne, une partie en tous les cas évidemment de la Pologne, avec naturellement, pour remontrer également de plus près, on a bien évidemment donc Varsovie, quelques villes importantes également évidemment de Pologne, comme ici Cracovie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir là où on va démarrer, donc à Kalisz. Donc quelques villes justement d'importance qui permettent de pouvoir finalement avoir tous les environnements donc de terrain, aussi bien on peut se retrouver ici dans des montagnes, des collines, des forêts, des campagnes, et donc évidemment des villes qui feront d'ailleurs l'objet de l'une des extensions suivantes. Et on retrouve évidemment donc un set 2D, donc un set 2D qui est assez complet, puisqu'on a, il faudrait que je vérifie, mais globalement l'équivalent de deux sets 2D qu'on peut acheter à part. On se retrouve avec toujours la série des D6 propres au système, mais ils l'ont donc amélioré, je trouve, en rajoutant donc du D8, du D10 et du D12, toujours en utilisant le même système, mais dès qu'on va dépasser le D6, évidemment, on aura plus de chances d'avoir une réussite, puisque le but c'est de faire 6 ou plus pour avoir les réussites. Ça, on verra ça plus tard. Et donc on retrouve, alors je les ai évidemment sortis déjà et classés, donc on retrouve évidemment là aussi indispensable tout le système de pions, donc que je vais vous montrer. Voilà, tout le système de pions spécifique aux phases tactiques, et également d'ailleurs de voyage, de déplacement, puisqu'on va utiliser les mêmes. Alors pour vous montrer sur une partie de cette carte, imaginons que on se retrouve avec un véhicule. On va placer donc le véhicule, ou si on est à pied, évidemment de la même manière, on va placer un personnage par exemple pour savoir où on est, et après faire les calculs donc, pour pouvoir se déplacer au fur et à mesure sur la carte, donc j'ai envie de dire stratégique, et bien évidemment au même format, voilà, pour les cartes tactiques, où évidemment les pions et leur orientation potentielle, surtout au niveau des véhicules, vont avoir toute leur importance, les lignes de collines, les différents rochers qui vont évidemment servir d'abri. Donc les pions sont au format avec différents... Alors après on a différents
différents jetons pour pouvoir indiquer différentes situations tactiques également, hein, avec les explosions, ici les fumigènes. Donc quand on est, j'allais dire, sous tir de suppression par exemple, tout ce qui est ici les attaques chimiques, les représentations des mines, et puis donc au niveau des couleurs, donc le bleu évidemment va être lié à l'OTAN, les rouges vont être liés au pacte de Varsovie, à l'URSS plutôt, puisque le pacte de Varsovie évidemment, je dis des bêtises, donc le rouge lié à l'URSS, ici le jaune pour les unités suédoises, avec par exemple le STRV 103 qui est un des chars, un de mes chars chouchous au niveau de ces chars modernes. Et puis ici une autre coloris qui serait plutôt pour des unités neutres, des maraudeurs, des choses comme ça. Donc tout ce qu'il faut pour pouvoir représenter un combat le plus précisément possible. Et donc on en vient aux cartes en elles-mêmes. Alors on a le deck d'armes qui permet, comme je le signalais au départ, de pouvoir se représenter donc les différents équipements qu'on peut avoir, donc les différentes armes, à tout, que ce soit des armes à feu, des armes blanches ou des armes improvisées. Voilà, pour vous montrer quelques exemples, vous voyez, on a pas mal d'équipements, en tout cas tout ce qui est dans le livre de base, dans le manuel du joueur de base, se retrouve ici sous forme de cartes, donc ce qui est évidemment très pratique parce qu'on a les visuels d'un côté, ça permet de se représenter l'arme qu'on a en main pour ceux qui ne connaissent pas, c'est toujours intéressant. Et par exemple, de l'autre côté, on va retrouver l'ensemble des caractéristiques avec un petit texte descriptif, donc le type de l'arme, les munitions utilisées, la fiabilité ici, la cadence de tir, les dégâts infligés, les critiques, la puissance, là on est sur des armes explosives, donc celle-là évidemment n'en est pas une, la portée en hexagone, le chargeur, donc la capacité du chargeur, le coefficient de pénétration et le poids de l'arme. Donc on a tout de suite à portée de main en fait les caractéristiques des armes, ce qui se révèle très pratique pour éviter d'aller à chaque fois rechercher ça dans le livre ou même sur sa fiche de personnage. Alors on a également un deuxième, là c'est ce qu'on retrouve dans le starter, dans la boîte de démarrage. Extrêmement utile également, c'est la carte donc, des rencontres et également les cartes d'initiative, puisqu'on est toujours dans le système habituel du Year Zero Engine. Voilà, donc pour vous montrer quelques exemples, on a les cartes d'initiative, le dos est neutre et comme d'habitude, celui qui va agir en premier sera celui qui a le chiffre le plus bas, puisque celui-là va jouer en premier, celui-là va jouer en sixième, si on a jusqu'à 10 protagonistes, on va dire, mais évidemment, ça fonctionne du plus petit au plus grand pour l'ordre d'initiative. Du point de vue, donc, très important de la carte des rencontres, puisque le principe du bac à sable, justement, c'est ça, c'est qu'on n'a absolument aucun cadre prédéfini, puisqu'on peut se retrouver à voyager n'importe où sur la carte selon ses envies et les éventuelles rumeurs qu'on aura pu glaner de différentes façons. Et donc, sur le principe, sur chaque case qu'on va traverser, ou en tout cas sur chaque quart, c'est plutôt sur chaque quart d'ailleurs, puisque la journée est divisée en quarts, le principe du jeu, c'est ça, c'est que sur chaque quart, vous risquez de faire des rencontres, quel que soit d'ailleurs le type des rencontres. Et donc ce sont ces cartes qui vont les déterminer. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve après, par exemple, on peut trouver ou se constituer soi-même d'autres types de rencontres, mais il y a pas mal de contenu qu'on peut télécharger, qu'on peut trouver sur Drive Through RPG par exemple. Donc c'est qu'on se retrouve avec un classement, donc il y a 52 cartes, donc avec des
des nominations liées à un jeu de 54 cartes. Donc voilà, le roi de trèfle, le valet de carreau, le 7 de carreau ici, le 6 de cœur. Donc vous voyez, avec à chaque fois donc différentes icônes qui permettent de savoir si, selon l'endroit où on est, si on est en journée, la nuit, l'environnement, etc. Si on va, donc vous voyez, on peut avoir d'ailleurs des rencontres qui sont potentiellement amis ou ennemis, qui sont d'ailleurs liées en général, tout ce qui est lié au cœur, on est plutôt sur des rencontres qui sont plutôt, j'allais dire, potentielles sources de positifs par rapport à d'autres cartes qui, elles, potentiellement peuvent nous retrouver dans une situation extrêmement problématique. Donc voilà pour le principe des cartes, ce qui permet d'ailleurs de pouvoir jouer justement en solo, puisque c'est l'un des rares jeux de rôle qui peut se jouer sans aucun problème en solo. Alors évidemment pas sur des campagnes ou des scénarios complexes qu'un maître de jeu aurait pu éventuellement envisager, parce qu'évidemment là on n'a plus l'effet de surprise, mais le principe de ces cartes de rencontre et donc du côté bac à sable fait qu'on peut tout à fait jouer en solo. D'ailleurs je ferai peut-être une petite vidéo qui permettrait éventuellement de se faire une idée d'une session de jeu solo, voilà, sur un ou deux événements qui pourraient se passer, une vidéo peut-être assez courte, mais qui permettrait de se faire un petit peu plus une idée, parce que c'est vrai que ça paraît toujours un petit peu abstrait de se dire qu'est-ce qu'on fait par rapport à un jeu bac à sable. Donc ces cartes-là, c'est un peu le cœur de ce concept du bac à sable. Et donc, venons-en à la présentation de ce manuel des joueurs. Donc voilà, on se retrouve. Alors la pagination est globalement, je trouve, irréprochable, c'est très clair. Donc on a une pagination ici avec différentes parties. Donc la partie 1 qui raconte un peu le contexte. La partie 2 ici pour les personnages joueurs, les compétences et spécialités, combats et dégâts. D'ailleurs on voit ici, il y a une trentaine de pages évidemment dédiées au combat. Ici on se retrouve également avec une quarantaine de pages donc, pour les armes, véhicules et équipements, et toute la partie ici liée au voyage pour terminer. Voilà, donc on retrouve ici le slogan un petit peu du jeu « Maintenant vous êtes tout seul », qu'on revoit beaucoup, hein, puisque c'est effectivement, ça résume très bien le jeu avec cette simple phrase, et toujours cette patte graphique que personnellement j'aime beaucoup, qui est vraiment excellente pour pouvoir se mettre dans l'ambiance, dans le contexte de ce jeu. Donc on a ici un court résumé à l'intention des joueurs, en fait, la première fois qu'on entame le jeu. Évidemment, plusieurs détails qui expliquent succinctement ce qu'est Twilight 2000, avec évidemment, étant donné qu'on est sur un jeu bac à sable, ce qui reste le gros point fort du jeu. Évidemment, quelle direction prendre, rester en vie, la base, aider les gens dans le besoin, obtenir des informations, trouver des refuges, etc., etc. Tout est un petit peu détaillé, et au niveau du cadre du jeu, on a effectivement donc soit la Pologne, soit la Suède comme contexte développé en tous les cas jusqu'à présent, en attendant éventuellement peut-être d'autres extensions. Donc les thèmes de campagne, commencer une partie, qu'est-ce que le jeu de rôle? Là on est plus dans effectivement les explications pour des débutants dans le jeu de rôle. Et là on aborde l'une des parties principales de ce livre évidemment, qui est la création des personnages. Donc évidemment votre personnage c'est le cœur de Twilight 2000. Le jeu offre deux façons de le créer, comme vous le verrez. Tout d'abord, les archétypes, donc des modèles qui sont prêts à jouer en fait. Donc, qu'on va voir ici. Donc, la première option du jeu, là un exemple de fiche de personnage. Donc, comme l'artilleur, le barbouze, le civil, on peut jouer évidemment des civils, le commando. On peut même jouer des gamins.
donc qu'on pourrait qualifier de débrouillard, mais évidemment fragile, j'ai envie de dire. Le mécano, très important là aussi dans le contexte de cet univers. Le médecin, tout aussi important. L'officier et le bon vieux troufion. Donc là, on est dans des archétypes qui permettent, chaque archétype vient avec des attributs, des compétences et une spécialité prédéfinie pour un départ rapide. Là, en gros, en moins de 30 minutes, votre personnage est créé. Ou alors, vous avez la possibilité de partir sur le parcours. Donc le parcours qui en fait est une sorte de chemin de vie. Vous retracez le passé de votre personnage étape par étape, son enfance. Était-il ici donc un gosse des rues ou un élève studieux, sa carrière, là ici le service militaire, donc militaire, ingénieur, voire criminel, comme on va le voir. Puis la guerre, donc a-t-il survécu à une bataille majeure ou déserté? Chaque choix ajuste vos attributs et compétences en créant un survivant unique. Donc ce qui m'intéresse également beaucoup, c'est que dans les précédentes éditions, on était quand même très limité à l'OTAN, les États-Unis majoritairement. Là, ce que j'ai beaucoup apprécié avec cette V4, surtout pour ma part qui suis réellement passionné d'histoire russe, de ce peuple, de cette grande nation et donc de son histoire, m'y étant intéressé, c'est que évidemment l'Union soviétique, même au plus fort de la guerre froide, n'a jamais eu l'intention, en tous les cas au niveau de ses dirigeants, d'envahir l'Europe, mis à part évidemment toujours pareil, on a des éléments belliqueux dans les deux camps, mais bref, quand on s'intéresse un minimum à l'histoire, on sait que c'était cette invasion que d'ailleurs on me vendait entre guillemets et avec laquelle j'ai grandi un petit peu dans la peur à l'époque de mon adolescence, et se révélait évidemment de la pure propagande. Et donc ce qui est intéressant, c'est que là on peut très bien incarner par exemple même un soldat soviétique qui aurait déserté tout simplement par rapport au contexte du jeu où l'Union soviétique est restée telle qu'elle, puisque le fameux coup d'État tenté en 91 dans l'Uchronie du jeu, là cette fois a réussi, et on pourrait très bien choisir d'incarner justement un soldat ou n'importe quel d'ailleurs civil russe qui serait totalement en désaccord avec le virage, le chemin pris par le gouvernement après le coup d'État qui aurait réussi. Donc ça c'est très intéressant pour éviter tout manichéisme, j'allais dire, un peu primaire qu'on avait dans les précédentes éditions, donc ça je trouve ça très chouette. Donc on peut évidemment incarner des Suédois bien sûr, des Polonais dans l'armée polonaise ou la milice locale. Et donc vous avez ici retracé, comme vous le voyez, sous forme de différents tableaux, donc les différentes possibilités. Donc si vous jouez plutôt un civil, ça peut être par exemple évidemment un policier, donc officier de police qu'on voit ici, ou inspecteur, ou le raid. Donc là on est dans des métiers quand même qui restent martiaux entre guillemets. On peut très bien incarner un criminel ou un agent des services du renseignement, un col bleu, typiquement chauffeur, des paysans, des mécaniciens, des ouvriers, ou le faire passer par l'université en vue de devenir donc un col blanc, comme les docteurs, les professeurs, les managers. Et une fois que toutes ces phases sont terminées dans le chemin de vie, on passe à l'étape en guerre pour terminer la création de la fiche de personnage. Donc qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre ce qui finalise la création de chaque personnage. Donc évidemment, l'avantage de développer le personnage au niveau du code moral dont je n'ai pas parlé auparavant, mais chaque personnage évidemment c'est une histoire, donc vous définissez son rêve, qui peut être par exemple retrouver un frère disparu, venger une unité massacrée, et son code moral, qui pourrait être par exemple ne jamais abandonner un camarade ou ne faire confiance à personne. En prenant pour exemple un personnage ex-mécanicien polonais avec une spécialité mécanicien, son rêve qui serait de réparer une radio pour contacter sa famille, et son code moral qui serait de protéger les faibles coûte que coûte.
Bref, peu importe vos choix, mais ces choix influencent vos décisions en jeu, bien évidemment. Donc on peut après développer son personnage, lui faire monter d'expérience et le faire progresser dans ses compétences. Et on arrive justement aux compétences et spécialités. Donc vous avez en fait les attributs principaux, donc la force, l'agilité, l'intelligence et l'empathie. Là ici des tableaux de statistiques de réussite, puisque on est basé sur toujours le moteur donc du Year Zero Engine, mais qui là a donc été adapté. Alors pour vous expliquer très succinctement, c'est assez simple, c'est même vraiment très très simple à comprendre. Dans tous les jeux donc, de ce moteur, tout est basé, les réussites sont basées sur un 6 pour pouvoir réussir une action entreprise. Donc là ils l'ont adapté, au lieu d'avoir comme par exemple dans Alien à jeter toute une brouette de dés, de D6 en fonction des compétences. Là, cette fois-ci, on jette beaucoup moins de dés, avec ce gros avantage d'avoir des dés supérieurs au D6, cette fois-ci, qui correspondent aux différentes valeurs dans les compétences et dans les attributs. Donc, prenons les attributs les plus hauts qui seraient classés, donc c'est classé par lettre, qui va de A jusqu'à D. Le F étant un attribut, une compétence qui ne serait pas maîtrisée du tout. Donc le plus haut, qui va donc être A, va utiliser le D12, donc avec potentiellement la meilleure réussite possible qui serait donc 12, qui là octroie 2 réussites au lieu d'une, sachant que comme d'habitude l'accès à la réussite est un 6, donc où là on a la première réussite, le 1 étant un échec critique. Le D10, donc pour les compétences au niveau B, le D8 pour les compétences au niveau C et le D6 pour les compétences au niveau D. Et donc c'est l'ensemble de ces compétences qui vont permettre de faire des jets de compétences, de caractéristiques. Toujours pour prendre un exemple, partons sur un Trouphion qui aurait une spécialité dans les armes lourdes. Imaginons qu'il ait une vigueur AB, ce qui correspond au D10, et par exemple l'arme lourde où il serait à C, donc qui correspond au D8. Et bien tout simplement, quand vous faites un tir avec une arme lourde, il va jeter donc les 2 dés, c'est-à-dire sa caractéristique de base et sa compétence spécifique avec l'arme utilisée. Et à partir de là, vous avez donc typiquement une réussite, une double réussite, avec, on le voit à côté, ce qui serait un échec critique, mais uniquement dans le cas où vous forcez ici, où vous forcez le jet. Dans le cadre d'un jet normal, c'est un échec, mais ce n'est pas un échec critique. Donc la forcer un dé, ça pourrait être par exemple, imaginons que ce même personnage ait absolument besoin de réussir son tir. Il pourrait très bien, si en cas d'échec, ici par exemple, décider de forcer le jet, auquel cas il peut prendre les dés qui n'ont pas obtenu de réussite, il rejette, et à partir de là, il prend le risque, là ça n'a pas été le cas puisqu'il obtient une réussite, mais sinon il prend le risque à ce moment-là d'un échec critique, qui serait synonyme dans le cas par exemple de ce tir avec une arme lourde, qui serait susceptible de réduire la fiabilité de l'arme, voire d'avoir potentiellement un enrayement ou ce genre de choses. Donc voilà comment fonctionne en fait le système de règles, avec, on le verra après, des spécialités. Donc il y a les compétences et donc des spécialités. Alors si on reste sur les armes lourdes, ici on pourrait très bien avoir la spécialité mitrailleur, donc spécialité qui permet, dans le cas d'un tir avec mitrailleuse, d'obtenir, chaque spécialité donne un +1 au G2D. Donc le +1 se matérialise de la façon suivante. Si on reste sur l'exemple de la caractéristique de vigueur AB et de la compétence d'arme lourde AC, on peut choisir donc avec le +1 d'augmenter le niveau de l'un des 2 dés au choix. Alors le meilleur choix serait a priori plutôt de garder la compétence de C, donc de garder le D8, mais de passer du D10 au D12 pour la vigueur, donc ce qui permet d'obtenir statistiquement parlant un meilleur taux de réussite en fait grâce à ces spécialités. Donc en gros voilà comment fonctionnent les règles au niveau de tous les jets qui nécessitent on va dire
tous les jets qui seraient donc liés, comme à tout jeu de rôle, à des actions plus ou moins difficiles. Là, on continue dans les spécialités. Et on arrive aux gros morceaux, évidemment, de ce jeu qui sont les combats et les dégâts. Donc avec la carte des combats, comme je vous l'ai présenté, les rounds d'initiative, les actions qu'on peut utiliser, donc les actions lentes et rapides, avec potentiellement des actions gratuites. Donc le détail de ces actions ici. Le terrain qui est très important, évidemment, hein, qu'on retrouve également dans l'écran du maître, évidemment, l'écran du jeu. Après, on a les déplacements, bien entendu, donc déplacements à pied, les couverts, les obstacles, avec toujours des schémas très didactiques qui permettent vraiment de bien maîtriser, de bien comprendre comment ça va fonctionner. Ce n'est pas spécialement compliqué à comprendre, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de cas particuliers auxquels il faut se référer, surtout au début, et après on prend assez vite les automatismes. Donc ici, par exemple, les effets d'un projecteur, donc pour se représenter sur une carte la zone, le cône d'effet, les lignes de vue, les embuscades bien sûr. On gère aussi les conflits sociaux, donc ça peut être persuader un groupe ou être persuadé soi-même, mener des interrogatoires. Après on a les phases possiblement donc, de corps à corps ou de tir qui sont bien détaillées là aussi. Donc les portées bien évidemment selon les armes, le fait de se mettre à couvert, et puis après tout ce qui pourrait être spécifique comme faire des tirs précis, des cibles mobiles, la taille de la cible qui va jouer, la météo, le terrain. Donc il y a beaucoup de... Tout est pris en ligne de compte, c'est extrêmement précis. Les tirs d'appui, très important au niveau des combats modernes évidemment, qui sont donc neutralisation, qui sont tout ce qui peut être tir de suppression, qui sont très bien rendus donc, dans ces règles de jeu. Après, évidemment, les explosions avec les zones d'effet, ou ici, une explosion qui serait liée à une mine à charge dirigée, donc typiquement une clé mort, par exemple. Voilà, donc les armes lourdes, les types de munitions, tout est les tirs indirects, les missiles guidés anti-char, la localisation des dégâts, donc qui vient ici avec ce dé de localisation de dégâts. Hein. Donc, par exemple, ici, voilà, ce serait les jambes qui seraient touchées au niveau d'un tir critique. Et puis après, évidemment, tout ce qui peut être lié au fait d'être hors de combat, avec potentiellement les blessures critiques, donc qui devraient là impérativement être soignées par la médecine, qu'on voit ici, donc avec la guérison des blessures. Ici, on a le détail des tableaux donc, de blessures critiques, selon la localisation des dégâts. Le stress qui est très bien rendu. Ça peut être également, d'ailleurs, c'est toujours lié, par exemple même dans le cas d'un tir de suppression ou autre, mais quelle que soit l'action qu'on peut mener, les échecs critiques peuvent justement également résulter en un stress de plus en plus important, en fait, qui pourrait aller jusqu'à mettre le personnage hors de combat. Possibilité de se rallier, évidemment, en cas de stress, surtout avec l'aide de ses camarades. Et puis après, voilà, les différents traumatismes, les états, donc comme déshydraté, exténué, en hypothermie, tout ça, ça joue évidemment dans le cours du jeu, justement, toujours lié à ce bac à sable où on va voyager évidemment beaucoup. Donc tout ce qui pourrait nous arriver, les chutes, les noyades, les dégâts liés au feu, aux armes chimiques ou neurotoxiques. Les radiations, bien évidemment, puisque chaque personnage, de toute façon, démarre le jeu en étant plus ou moins irradié. La guerre a utilisé des missiles nucléaires tactiques, donc tout le monde est plus ou moins irradié. Les maladies possibles. Et après, on arrive aux véhicules au combat, donc avec là davantage d'explications, puisqu'on a évidemment l'orientation des véhicules qui est très importante pour pouvoir avoir notamment au niveau des blindages, donc si on va le prendre de front, de l'arrière ou de flanc. Les différents éléments du véhicule qui vont être touchés en fonction des résultats de l'attaque. Évidemment, la vision nocturne des véhicules est gérée. Hein, on est encore une fois sur des combats donc, modernes. Et puis après, bien sûr, tout ce qui peut être passager exposé quand on est transporté dans un véhicule qui va se faire attaquer. Donc quelques règles au niveau des bateaux, mais qui vont être évidemment beaucoup plus détaillées dans la seconde extension sortie qui est donc Hostile Waters. Ensuite, on arrive aux armes, véhicules et équipements,
qui sont bien détaillés également, hein, donc avec, bien évidemment, on parle du négoce, du troc, etc. Alors il faut savoir qu'au niveau du jeu, l'argent n'a plus cours en fait, puisque ça n'a plus de valeur. Ce qui a de la valeur dans ce monde en ruine, tout simplement, c'est basé sur la munition. Donc l'argent qui maintenant est plus ou moins accepté partout, c'est sous forme tout simplement de cartouches, de munitions différentes. Mais évidemment avec la possibilité de faire du troc, évidemment sans aucun problème. Les dégâts et les réparations évidemment sont faisables avec du bricolage, démonter, récupérer des pièces. Donc ça c'est important. Là on arrive aux armes que je vous ai déjà présentées, puisque là finalement c'est ce qu'on retrouve sur le deck des cartes donc, des différentes armes. Donc ça évite, comme je vous disais, d'avoir besoin à chaque fois de se référer au manuel pour pouvoir retrouver rapidement les caractéristiques d'une arme qu'on pourrait avoir en sa possession ou qu'on vient de récupérer. Donc il y a de tout, hein, bien sûr, hein, on se retrouve avec les armes au départ, toujours pareil. Bon là on est plutôt sur des armes blanches ou improvisées. Et on se retrouve avec les armes militaires américaines, évidemment, ensuite les armes militaires soviétiques, avec le fameux SVD, le Dragunov, personnellement un petit chouchou. Donc voilà, on a de tout, les armes militaires suédoises, évidemment. Et puis on a bien sûr les armes militaires polonaises qui sont, comme chacun sait, pour peu qu'on s'intéresse évidemment à la chose militaire, donc plus ou moins des armes qui sont directement dérivées des armes soviétiques. Voilà, et puis bien évidemment quelques autres armes militaires comme le FNFAL belge, et puis notre fameux FAMAS, une petite Madeleine de Proust pour ma part, puisqu'évidemment c'est ce que j'avais utilisé lors de mon propre service militaire. Donc les grenades, bien entendu, les munitions d'artillerie en fonction du calibre, les mortiers. Bref, tout est extrêmement détaillé. On arrive aux véhicules, où là on a quelques exemples de véhicules militaires américains. Alors c'est pas exhaustif, hein, il y avait eu pareil sur les précédentes éditions, il y avait eu des manuels complets sur des armes par exemple de l'OTAN ou de l'Union soviétique. Donc là on est sur quelques exemples, mais évidemment on a les plus emblématiques comme le M2, M3 Bradley ou bien évidemment le M1 Abrams. Les véhicules militaires soviétiques avec le tout aussi emblématique, les chars de série T, donc T-72, T-80, ou évidemment qui ont précédé comme le T-55, T-62, T-64. Ce qui est dommage à mon goût en tous les cas, c'est qu'on ne trouve pas le T-90, peut-être dans une future extension, en tout cas je le souhaite, les BMP bien évidemment, et puis les véhicules militaires suédois avec mon petit chouchou personnellement, qui est donc le STRV 103C, j'adore ce char. Et donc évidemment les véhicules militaires polonais, on est quand même en plein dedans, et puis quelques autres véhicules militaires où on va retrouver notamment du véhicule allemand comme le Wiesel, évidemment l'AMX 10P français, les Marder, les Warrior, Challenger britanniques, et on a même donc notre cher Leclerc, le Léopard 2A4 qui était usité à l'époque. Les équipements comme ici les casques en acier ou casques en Kevlar, les équipements de communication très importants en jeu, notamment pour pouvoir se documenter, capter éventuellement des rumeurs avec les différentes portées. Donc il y a pas mal de matériel qui sont détaillés ici. Les équipements de signalisation, d'observation, de protection. Ici, tout ce qui est fourniture médicale, les outils pièces de rechange, carburant et alambic, parce qu'évidemment, c'est très important de bien comprendre que dans le contexte du jeu, l'essence est quasiment introuvable et que donc les moteurs sont souvent modifiés pour accepter l'alcool, qu'il faut donc soit se procurer, soit potentiellement même fabriquer soi-même avec donc des alambics, l'électricité, les explosifs, etc., etc. Et on arrive également à une phase qui peut prendre à lui tout seul plusieurs sessions de jeu, qui est la création ou la découverte d'une base pour pouvoir se stabiliser, avec évidemment les avantages qui vont avec, mais également les risques.
comme le fait que ça peut attirer du monde, des maraudeurs, et donc on peut se retrouver en danger de se faire voler notre propre base. Donc on peut soit en trouver une, soit la créer, avec les différents effets possibles, les installations, les entretiens, les différentes rencontres qu'on pourrait y faire. Donc en termes d'installation, pareil, on a pas mal de détails. Alors c'est relativement succinct. Il faut savoir qu'on peut trouver sur Drive-Thru, comme toujours, pas mal de matériel créé par finalement d'autres amateurs du jeu, parfois gratuites, parfois payants, mais qui permettent d'avoir des... il y a notamment une extension, je mettrai les liens en commentaire, enfin en description, mais il y a pas mal de choix sur notamment un manuel qui permet de A à Z de créer sa base et qui est beaucoup plus détaillé que ce qu'on trouve ici dans le livre de base, mais on a déjà une bonne, on va dire une bonne introduction et une bonne idée de ce qu'on peut faire. Donc ici la possibilité de construire. Et pour finir, on a évidemment le voyage, qui est un peu là également le cœur du jeu, où donc là tout est bien détaillé, les cartes de voyage. On retrouve un petit peu d'ailleurs l'esprit finalement de ce qu'on peut avoir dans l'anneau unique, qui est beaucoup également basé sur les voyages. Donc les tâches et quarts d'un jour, puisque les journées sont divisées en 4 quarts, donc matin, journée, soirée et nuit. Et donc sur chaque quart, en gros, on va choisir, détailler ce que chacun de nos personnages va effectuer comme tâche. Et donc avec les risques et les rencontres potentielles qui vont avec. Donc là, on a pas mal d'exemples, marcher tout simplement, conduire, récolter, monter la garde, chercher des provisions, chasser, pêcher, etc., etc., monter un camp. Et là, après, on a plus de détails. Donc marcher, la météo qui va jouer, bien évidemment, l'obscurité, les rencontres, la marche forcée, la conduite avec les rencontres tout autant, le terrain qui va influencer évidemment les risques liés à la conduite, puisqu'on peut avoir évidemment des incidents, s'orienter évidemment, très important. Là, il faut être capable de s'orienter, de ne pas se perdre. Les différents incidents de conduite qu'on peut avoir. Ici, on détaille justement ce qui se passe quand on décide de monter la garde. On peut chercher bien sûr des matériaux de récupération, très important, avec pas mal d'exemples ici, justement, de tout ce qu'on pourrait trouver de manière générale qui pourrait être utile, ou pas d'ailleurs. Là, on voit par exemple même une affiche de film. Là, on est plus dans de l'ambiance. Donc chercher des provisions, évidemment, vital. Chasser, si on n'a pas trouvé de provisions, il faut être capable de chasser ou de pêcher. Monter un camp, ce qui permet de pouvoir éventuellement faire face plus facilement à une éventuelle attaque de maraudeurs ou d'animaux sauvages, tout simplement. Donc ici, les incidents de camp qui peuvent survenir, cuisiner bien entendu, se reposer évidemment, donc dormir, explorer. Le voyage en ville et le voyage sur l'eau, donc ici on est pareil, c'est extrêmement succinct, tout simplement parce que ça fait l'objet également d'autres extensions. Donc en ville, on est sur l'extension Urban Operations et sur l'eau, donc toujours Hostile Waters. Et ça termine ici par un index, toujours pratique pour pouvoir retrouver assez rapidement ce dont on peut avoir besoin en cours de partie. Donc voilà pour le manuel du joueur. Et on va passer évidemment, alors là pour le coup on va passer au manuel de l'arbitre, mais bien évidemment il va y avoir des choses qui vont être décrites qui ne concernent que l'arbitre, donc le maître de jeu. Donc si évidemment vous préférez être simplement joueur, je ne peux que vous conseiller, pour éviter toute divulgation, de zapper. Je vais mettre un chapitrage évidemment, donc de zapper pour éviter de vous faire divulguer tel ou tel secret que vous n'auriez pas forcément envie de connaître d'avance, pour garder le plaisir de la découverte. Avec toujours le chapitrage habituel. Donc ici on est sur en gros tout ce qui est explication d'univers, donc avec le monde en guerre, les détails liés à la Pologne, la Suède et éventuellement d'autres pays. Donc en chapitre 2, c'est le rôle en tant qu'arbitre. Donc là, classiquement, ce qu'on peut trouver dans d'autres
dans d'autres jeux de rôle qui vont être détaillés également. La partie 3 qui est consacrée aux rencontres, la partie 4 qui est consacrée aux factions et forces en fonction du pays que vous avez choisi, et ici on a les sites de scénarios spécifiques, où là on va au-delà des simples rencontres qu'on pourrait avoir de manière aléatoire au niveau des cartes qu'on pourrait tirer. Ensuite on a l'annexe des règles solo. Donc l'annexe 2 des règles de conversion, qui est tout simplement les conversions par rapport aux anciennes règles pour ceux qui pourraient les posséder encore, et les notes des concepteurs. Donc toujours ces magnifiques illustrations, ça j'aime beaucoup. Donc voilà, un monde en guerre, où là on a, alors très intéressant justement, enfin moi j'ai beaucoup aimé la façon dont cette uchronie finalement a été créée, parce qu'on part vraiment d'éléments qui se sont vraiment déroulés dans la réalité pour avoir effectivement ce point de bascule. Donc pour résumer succinctement, laisser le plaisir de la découverte évidemment, parce que moi personnellement je me suis vraiment régalé à lire ce contexte, si vous voulez. Donc tout commence tout simplement en 91 avec ce coup d'État soviétique qui donc avait pour but de stopper l'effondrement sur le plan historique, mais qui donc a échoué. Là, je pars du principe que ce coup d'État a réussi et que donc l'Union soviétique demeure entier, même avec si les États baltes notamment, eux, ont rejoint l'OTAN, puisque ça se passe un petit peu plus tard. Il y a eu ensuite l'invasion des États baltes justement en 96, puis de la Pologne et de la Suède. S'en sont suivies des frappes nucléaires tactiques et les famines qui ont réduit l'Europe en ruine, tout simplement. Donc voilà, on arrive ici à l'an 2000, où la Pologne et la Suède sont les théâtres principaux. Donc comme on le disait, la Pologne est un champ de bataille dévasté entre Varsovie en cendres et Kalisz, où s'effondre la 5e division US, et c'est de là que le groupe de joueurs démarre normalement, parce qu'évidemment, libre au maître de jeu, à l'arbitre de faire démarrer où il le souhaite. Donc on a une vue d'ensemble à chaque fois avec toutes les zones de la Pologne qui sont expliquées ici, donc le centre, avec les ordres de bataille qui avaient donc très détaillé à cet endroit-là. Donc ça aussi c'est vraiment passionnant le travail qu'ils ont pu faire en termes de contexte de campagne qu'il aurait pu y avoir avant, puisqu'on est vraiment très facilement plongé dans ce qui a pu se passer à ce moment-là, avant l'arrivée, en tous les cas, du début du jeu, où les joueurs sont plongés un peu dans l'inconnu. Donc où on a le détail des forces de l'OTAN et des forces soviétiques, avec leur localisation. Donc ici le sud de la Pologne, avec Cracovie, le nord de la Pologne, l'est de la Pologne, avec donc différentes, les villes les plus importantes qui sont détaillées. Donc Varsovie ici naturellement, Poznan pour le côté ouest. Et si on choisit d'aller en Suède, donc la Suède qui, malgré sa neutralité initiale, est divisée entre enclave américaine et zone soviétique. On le voit ici, donc vu d'ensemble, le détail de ce qui s'est passé à la guerre, la mort de tout. Et donc voilà ici ce qui se passe aujourd'hui, avec également le détail par région, et toujours l'ordre de bataille qu'il y avait entre les forces de l'OTAN et les forces soviétiques, avec toujours les mêmes détails qu'on retrouvait en Pologne. On a ici donc les autres pays qui sont quand même succinctement abordés, donc ça c'est intéressant, hein, si on veut éventuellement dévier et faire participer les joueurs à un autre théâtre d'opération, c'est faisable. Donc l'Allemagne, bien entendu. La France, donc ça c'est bien, cocorico, hein, on a quand même la possibilité de comprendre ce qui s'est passé en France, même si c'est pas évident de placer en fait les joueurs en France, étant donné que là il n'y a pas eu d'affrontement direct normalement entre les forces de l'OTAN et les forces soviétiques. Le Royaume-Uni qui est détaillé également. Bien sûr, rien ne nous empêche de mettre les joueurs dans le contexte des États-Unis, hein. Ça peut être aussi intéressant. Et puis on a évidemment le reste du monde qui est très brièvement abordé dans un petit paragraphe.
Donc là, on aborde, magnifique cette illustration encore, j'aime beaucoup. On aborde donc le rôle de l'arbitre, qui est quand même important si on veut essayer de maintenir un petit peu les joueurs en haleine, donc pouvoir distiller comme ça des différentes rumeurs qui pourraient éventuellement les amener par exemple sur un site de scénario qui va être lui beaucoup plus riche et intéressant à explorer que ces simples rencontres aléatoires. Il peut d'ailleurs lier des rencontres aléatoires sans forcément se servir d'un tirage au sort de cartes, hein. Donc les principes du jeu qui sont détaillés, notamment aucun endroit n'est sûr, bien que les joueurs comprennent bien ça. Les ressources qui sont rares, ce sont bien les joueurs qui décident de la route à suivre, hein. Ils ne sont absolument pas guidés autrement que par d'éventuelles rumeurs, et c'est eux qui décident évidemment de s'ils les suivent ou pas. Tout est personnel, la fin qui n'est jamais écrite d'avance, etc., etc. L'espoir ne s'éteint jamais, c'est important. C'est pas, comme ils expliquent ici, ne parle pas que de douleur et de souffrance. Il est possible d'avoir de l'espoir. Et donc, le détail de la mort d'une division, donc c'est ce qui va se passer en fait, dans quel contexte les joueurs vont se retrouver finalement propulsés dans le jeu et à quel endroit. Donc là, en l'occurrence, en Pologne, ce sera après la bataille de Kalisz. Et puis évidemment, il y a la possibilité de le faire démarrer en Suède. Donc bon, ça c'est après, c'est comme d'habitude, les personnages non joueurs, gérer les PNJ en combat, etc., etc. Là, il n'y a rien de nouveau au niveau des explications de jeu de rôle. Donc les rencontres, la partie sur les rencontres qui est importante, avec les différentes possibilités, y compris les rencontres stationnaires, quand on est par exemple établi dans un camp, même provisoire. Quelques PNJ typiques, toujours intéressant de pouvoir s'y référer avec leurs attributs, leur seuil de santé, les compétences et l'équipement typique. Et donc la liste de rencontres, alors finalement là pareil, je passe brièvement parce que évidemment c'est ce qu'on retrouve dans les cartes de rencontres, hein, c'est la même chose. Simplement là, on peut soit utiliser le manuel, soit utiliser les cartes. Donc là je passe brièvement, étant donné qu'on en a parlé déjà tout à l'heure. Là ici les différentes rumeurs possibles, toujours important, notamment ce qu'on pourrait capter par transmission radio, les rumeurs qu'on pourrait obtenir, et puis pas mal d'éléments d'ambiance qui sont toujours intéressants. Donc ce qu'on pourrait proposer aux joueurs de ce qu'ils pourraient croiser selon qu'ils sont sur la route, dans les bois, dans les champs. Ici, on arrive au chapitre 4, donc, qui est dédié aux factions et forces que l'on pourrait rencontrer. Ça permet évidemment de peupler l'environnement. Donc, en l'occurrence, en Pologne, on va avoir la 5e division d'infanterie, on va avoir le 3e régiment blindé de cavalerie, avec ici quand même pas mal de détails sur en temps de paix, le nombre de personnes qui étaient inclus donc, dans ces différentes troupes, avec les véhicules de combat, le personnel actuellement, où on voit évidemment qu'il y a un sacré delta entre les deux, et les véhicules de combat restants par rapport à ce qui était originellement dans ce qui était originellement contenu dans chacune de ces unités. Donc les objectifs, évidemment, qui étaient les leurs. On a ici du côté soviétique le groupe de réserve, les forces de défense silésiennes, l'épée dentelée qui est là une faction de maraudeurs, donc ça peut être des civils ou des militaires qui ont décidé de déserter, j'allais dire, pour créer leur propre faction et essayer de survivre par eux-mêmes. Donc pareil, avec pas mal chacun a ses propres objectifs, donc c'est toujours intéressant de pouvoir doter justement les PNJ. Ne sont pas simplement des PNJ, chacun a son histoire, chacun a ses motivations, donc c'est toujours intéressant. Donc la Suède de la même manière, où on retrouve la 2e division des Marines, l'amiral, donc où là c'est une des composantes de l'armée soviétique, tout comme on a la 76e division aéroportée de la garde. Ici, on a donc une autre faction qui s'appelle le circuit, donc de maraudeurs. On trouve également le troupeau du berger, le sanctuaire, l'Oktobergarde, où là on revient à le sanctuaire qui serait donc des civils, l'Oktobergarde toujours de l'armée soviétique, là des Spetsnaz, les redoutables Spetsnaz. Ici, le 11e SFG donc, pour l'armée américaine.
Les agents de renseignement et les agences de renseignement, évidemment, comme la DIA américaine. Là, c'est CIA, évidemment, le GRU, le KGB, bien entendu. Et là, on arrive au site de scénario, qui est, selon moi, l'un des éléments les plus intéressants du jeu, parce que ça permet justement de rendre les parties beaucoup plus riches. Donc là, c'est là où, évidemment, il ne faut pas que les joueurs puissent regarder ces éléments, parce que s'ils veulent jouer ces scénarios, le but, c'est quand même de garder toute sa fraîcheur. Donc on a déjà la prison, avec les rumeurs, toujours intéressant, les rumeurs que l'arbitre peut distiller au cours du jeu, et qui permettent de tout simplement, éventuellement, les amener à cette prison. Donc ça, c'est très intéressant. Avec à chaque fois des éléments d'intrigue, hein, comme ici le disque zip. Et on a toujours un compte à rebours. Donc selon que les personnages vont intervenir ou pas, le compte à rebours pourra être modifié. Là, on est dans un compte à rebours qui va détailler ce qui va se passer si les personnages n'interviennent pas. Donc là aussi, c'est intéressant parce que le compte à rebours peut être distillé dans les rumeurs pour que les personnages se rendent compte que les choses en fait évoluent et n'attendent pas simplement leur bon plaisir, leur venue. Il se peut très bien que finalement le scénario ne se joue pas ou se joue différemment parce que le compte à rebours aura été au bout. Donc là, les lieux qui sont détaillés à chaque fois, que l'on retrouve systématiquement donc, sur la carte qui là est destinée à l'arbitre, puisqu'on a, comme vous le voyez, le détail des bâtiments qui ne figurent pas sur les cartes plus grandes qu'on va poser sur la table à destination des joueurs, avec à chaque fois les PNJ qui sont détaillés. Donc ici, les événements, ce qui peut se passer. Alors un autre site de scénario qui est donc États-Unia, qui est en fait comme il est signalé, une ville ordinaire sous la protection entre guillemets de soldats américains, donc qui ont recréé en fait comme une ville typique des États-Unis. Donc avec comme d'habitude, donc les rencontres qu'on pourrait faire, le compte à rebours toujours, les lieux, les PNJ, la carte toujours à noter. Voilà le détail de ce qu'on peut, d'autres PNJ qu'on peut y trouver. Ici, un troisième site de scénario qui est la croisade des enfants, hein, donc toujours les rumeurs qui permettent éventuellement aux personnages joueurs d'en entendre parler. La carte à noter, les personnages non joueurs, et pour finir, la ville brûlée, avec sa carte à noter, comme d'habitude. Et donc ensuite, on a potentiellement, ce qui peut être intéressant, évidemment, pour l'arbitre, pour un bac à sable, c'est le générateur de sites de scénario, ce qui peut permettre de pouvoir gérer très rapidement, en quelques secondes presque, à la volée, un site de scénario improvisé, si les joueurs partent dans des directions que l'arbitre n'avait pas du tout envisagées, ce qui arrive évidemment assez fréquemment, encore plus dans un bac à sable. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir créer comme ça à la volée un site de scénario, donc avec ici, si on choisit un site rural, un site urbain, et à chaque fois il suffit de croiser les tableaux, hein, l'état, la faction, l'allégeance, le nombre de membres de la faction, les caractéristiques du site, la situation, les PNJ importants, les événements. Donc c'est toujours très intéressant parce que voilà, même si on a planifié soigneusement j'allais dire la session de jeu, on sait très bien que les joueurs potentiellement peuvent nous prendre toujours par surprise. Et on a les règles en solo, très intéressant. Donc c'est peut-être, ça me fera, je pense, l'objet d'une autre vidéo où une fois que j'aurai terminé de présenter les extensions aussi, où je ferai peut-être un cours, une petite session peut-être d'une demi-heure pour justement présenter les règles en solo, pour en même temps expliquer justement comment fonctionnent ces règles en situation. Donc où on a l'avantage d'avoir, donc pour garder quand même la surprise, j'ai envie de dire, ils ont créé ce qu'on appelle l'oracle, où il va y avoir un côté aléatoire à ce que des PNJ pourraient décider de faire, ce qui permet justement en tant que joueur solo de pouvoir garder quand même une certaine dose de surprise.
Vous voyez ici, utile ou dangereux, oui, non, etc. Enfin bref, tout ça, on est dans de l'oracle. Toujours ici, les communautés et les chefs de communauté. Et donc, on en arrive aux règles de conversion. Donc là, je passe rapidement. Là, c'est pour les joueurs qui auraient éventuellement les anciennes éditions, donc où ils peuvent convertir, que ce soit les armes, les personnages, les compétences, les véhicules également, bien évidemment. Les notes de concepteurs, que personnellement j'ai pris beaucoup de plaisir à lire, puisqu'ils expliquent en synthèse que justement eux-mêmes, l'idée est partie donc de ces concepteurs qui avaient joué aux précédentes éditions, qui avaient adoré et qui avaient envie de réactualiser un petit peu les règles, ce qui selon moi est une parfaite réussite. Mais on voit que ce sont évidemment des passionnés qui ont créé cette version 4. Et toujours, l'index toujours fort utile. Pour résumer, en conclusion, ce que je pense de ce jeu, personnellement, j'ai été, comme vous pouvez vous en douter, totalement conquis. Là, c'est pour moi une vraie claque ludique, en fait, que je n'avais pas eu depuis très longtemps sur des jeux de rôle, tout simplement parce qu'on mélange évidemment deux principes de jeu que j'aime beaucoup, à savoir le jeu de rôle et tout ce qui peut être lié au wargame, au jeu d'histoire. L'Uchronie, je trouve, l'histoire est vraiment extrêmement bien montée, mais rien ne vous empêche évidemment de faire autrement. Donc de créer même votre propre chronologie, bien évidemment. Mais personnellement, la chronologie, j'allais dire officielle, me plaît beaucoup. Les seuls petits bémols que je pourrais voir à ce jeu, en fait, alors je vais vous montrer l'exemple. Donc en fait, pour moi, vient la seule vraie fausse note, je trouve, au niveau du jeu, c'est la fiche de personnage. Alors c'est pas bien méchant, parce que rien n'empêche de télécharger une autre fiche de personnage, mais c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai pas pris le temps de modifier celle existante, parce qu'on en trouve pas mal, mais en anglais. Et comme là, j'ai joué avec les enfants, j'ai préféré garder la version française pour leur simplifier la vie. Mais vous voyez, il manque en gros une deuxième page. C'est vite fouillis, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut représenter. Alors, j'ai téléchargé quelques aides qui peuvent améliorer un petit peu ça, comme ici la table des munitions, une aide spécifique sur les véhicules, donc ça peut beaucoup aider, notamment sur tout l'équipement qu'on peut mettre dans les coffres. Mais c'est vrai que vous voyez, on se retrouve vite avec des feuilles de notes qui sont quasiment indispensables assez rapidement. Donc voilà, c'est le seul point, j'allais dire, négatif que je peux trouver, qui peut être facilement résolu, mais bon, il fallait quand même le noter. Mis à part évidemment ce petit bémol qui m'a surpris, notamment sur quelques termes militaires qui sont pas très heureux, mal traduits, et le plus étonnant étant pour moi les différents grades, notamment français, où il aurait suffi de regarder officiellement quels étaient les grades français existants pour se rendre compte qu'il y avait vraiment des grosses lacunes. Mais ça, c'est facilement résolu également. Donc voilà, en dehors de ça, personnellement, c'est vraiment quelque chose que je ne peux que recommander. Donc là, on est sur la boîte de base qui, pour le moment, est la seule traduite en français par donc Arcane Asylum. Mais je compte donc vous présenter dans un second temps donc les 3 extensions qui sont sorties jusqu'à présent uniquement en anglais chez Free League. Parce que c'est vrai qu'elles sont là aussi, franchement, pour moi, indispensables dès lors qu'on s'est retrouvé plongé dans l'ambiance du jeu, que personnellement je trouve excellent. Donc pour résumer simplement, c'est évidemment, une fois que vous vous lancez, c'est vraiment le thème du jeu, bonne chance, vous êtes tout seul maintenant en fait. Ça résume parfaitement. Donc un jeu de rôle que je ne peux que recommander. Donc en l'occurrence, je vous retrouve très rapidement pour ces vidéos de présentation des extensions derrière. Merci à vous de m'avoir suivi jusque-là si vous êtes encore là. N'hésitez pas évidemment à penser pour aider la chaîne au pouce et éventuellement aux commentaires. Et je vous dis donc à très bientôt. Merci.